La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches, en quelques mots. Alors, dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir M. Luc Berthold, candidat du Parti conservateur du Canada pour notre circonscription. Au mois d'avril, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches tiendra un événement bénéfice et la tête d'affiche de cet événement vous a fait une invitation particulière. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Marc Hervieux. Je veux prendre quelques secondes de votre temps pour vous parler d'un événement absolument incroyable. Un concert le 13 avril à 14 h à l'église Saint-Alphonse à Thetford Mines. Pourquoi? Pour le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, pour ramasser de l'argent, les aider et on a besoin de vous. Vous allez faire partie de la solution. Donc, vous venez, moi j'arrive avec mes musiciens, on s'installe, on fait des chansons en français, en anglais, en italien, en espagnol, on s'amuse, on se raconte des blagues, on se raconte notre vie, et puis en même temps, on aide le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Donc, c'est facile. Pour les billets, c'est au presbytère de l'église Saint-Alphonse, c'est au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, ou sinon, vous avez le lien ici, vous cliquez sur le lien, et puis vous allez pouvoir vous procurer ce billet-là, et je vous le redis, faire partie de la solution. Alors, M. Berthold, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. C'est très apprécié. Bien, ça me fait plaisir d'être là, Nelson. Alors, dans un premier temps, une question un petit peu plus personnelle pour débuter. Est-ce que les événements que vous avez vécus avant le déclenchement des élections vous ont forcé à changer votre plan de campagne? Ah bien, ça, c'est sûr. De toute manière, je l'avais annoncé quand j'ai rendu public la nouvelle, premièrement, du cancer de la prostate, que ça serait une campagne différente parce que je serais probablement, puis on ne savait pas à ce moment-là quand était pour être la campagne électorale. On ne savait pas si c'était pour être ce printemps, au début de l'été ou à l'automne. Donc, dépendant de la date d'opération, je serais obligé de faire une campagne différente. C'est le cas. J'ai été opéré, ça fait à peu près... Bon, à mi-février. Donc, ça fait 1 mois et demi déjà. Puis, habituellement, c'est une convalescence de 3 mois. Donc, j'étais en pleine période de convalescence. Puis, il est arrivé aussi des événements avec mon fils, son décès. C'est évident que le moral, puis la morale, la santé physique, dealer avec tout ça en même temps, c'est beaucoup. Puis, quand on a appris qu'il y avait une campagne électorale, bien là, on s'est dit, bien, écoutez, c'est là. On n'a pas le choix, il faut y aller. Donc, la campagne est différente, mais je suis motivé parce que j'ai le goût de faire des choses. Tout ça, à travers quoi on est passé, toute ma famille et moi, au travers des dernières semaines, nous ont comme ouvert les yeux sur certaines choses que je souhaite changer. Puis, il n'y a pas de meilleure place pour changer des choses que d'être un député élu. Et ça, je compte bien utiliser cette opportunité-là pour améliorer les choses, pour que d'autres qui vont passer par des situations semblables là, puissent avoir peut-être ça un petit peu plus facile. Est-ce que tu as songé à un moment donné à revoir ta décision de poser ta candidature? Pas vraiment. On a parlé, mais pas vraiment. C'était, comme j'ai dit, Puis tout ça, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées en même temps que la question ne s'est pas vraiment posée parce qu'au début, malgré l'annonce que ma prostate était cancéreuse, je me suis dit, pourquoi je changerais puis j'arrêterais de faire ce que j'aime le plus parce que le cancer m'a attaqué. Puis ça, c'est ce qui me motive à continuer. Je ne laisserai pas le cancer gagner sur toute la ligne. Là, je m'en suis débarrassé. Il est parti. Là, je me remets. Puis pour ça, ben, c'est comme... faut pas laisser la maladie prendre tout ce qu'on a. Parce que la politique a pris une place très importante au cours du dernier quart de siècle chez Luc Berthold. Ben oui, ça a commencé la première campagne en 1998.
Après ça, j'ai travaillé dans les cabinets politiques, j'ai fait tout le travail, j'étais maire de Thetford, donc ça c'est ma 4e élection au fédéral. J'ai fait 2 élections pour la mairie de Thetford, plus une élection provinciale. Ça, c'est sans compter quand j'étais employé, personnel, staffer, comme on dit, des partis politiques. J'ai fait d'autres campagnes à temps partiel pour pour d'autres occasions, pour d'autres que moi. Donc, ça fait plusieurs campagnes électorales. Ça veut dire que la politique a plus beaucoup de secrets pour Luc Berthold. C'était avant Trump. Parce que là, tout change. Ouais. Tout va tellement vite que quand j'ai commencé, il n'y avait presque pas de cellulaire. Ou s'il y avait du cellulaire, il n'y en avait pas en dehors des grandes villes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ça change beaucoup, ça évolue tout le temps. Puis là, quand on pense que tout est sous contrôle, il y a toujours quelque chose qui vient bouleverser tout ça puis nous repartir. Donc là, en ce moment, c'est un individu qui s'appelle Trump qui est venu mettre un peu de suspense dans cette campagne-là. C'est sûr qu'on n'aime pas personne, là, ce que fait M. Trump actuellement. On le déplore, c'est inacceptable. Mais bon, c'est la politique. Hein? On ne sait jamais ce quoi demain va être fait. Si on dit qu'une semaine en politique, c'est toute une vie, surtout dans une campagne électorale, bien, il en reste encore 4. C'est ça. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici la fin de la campagne. Bien, je vais une question un petit peu plus loin par rapport au président américain. Alors, peut-être qu'on pourrait y aller tout de suite avec ça. Jusqu'à quel point les candidats et les électeurs doivent se laisser distraire par les comportements du président américain? Bien, je pense que les gens n'oublient pas. Hein? N'oublient pas qu'après 10 ans de gouvernement libéral, le coût de la vie a doublé. Là. Si vous allez à l'épicerie, là, on s'en rend compte tous les jours. Le coût des logements, c'est incroyable. Ça aussi, ça a doublé. Un jeune qui veut s'acheter une maison aujourd'hui, oubliez ça, là, c'est presque inatteignable. C'est plus les mêmes rêves que toi et moi, on avait quand on était jeunes. On pouvait espérer que nos enfants aient mieux encore et plus que nous. Puis là, aujourd'hui, on regarde ça et on s'est dit, bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Puis là, bien, je pense que c'est le temps d'un changement de gouvernement. Et effectivement, si on se laisse distraire par M. Trump, qui est pas juste une distraction, là, ça a des impacts réels sur notre quotidien, mais il ne faut pas oublier où on était aussi avant Trump. Et il ne faut pas oublier qui était là aussi au pouvoir avec M. Trump et que ça n'a pas empêché M. Trump de rien faire. Donc, les libéraux qui sont là depuis 10 ans n'ont pas empêché ce qui est arrivé, n'ont pas empêché M. Trump de mettre des tarifs de 25 % sur l'automobile. Et je pense que la seule porte de sortie actuellement, c'est de changer, mais un vrai changement, pas juste un changement d'étiquette à la tête du Parti libéral. Là, parce que quand un produit, il y a une date de péremption dessus, c'est pas en changeant l'étiquette, en mettant un autre que le produit dedans est meilleur. Oui, puis quand on parle de date de péremption, justement, au cours de la dernière fin de semaine, M. Trump a parlé d'un 3e mandat en disant « il y a des gens qui m'en parlent ». Oui, c'est le bout où j'arrête de parler de Trump. Je ne suis pas là pour faire de la politique américaine. Je vais laisser les Américains se démêler puis se dépêtrer avec M. Trump. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner plus d'autonomie au Canada pour justement qu'on soit moins dépendant de l'économie des États-Unis. On veut se donner, exemple, plus d'accès à des marchés qui sont autres qu'américains, parce qu'actuellement, 78 % de nos échanges commerciaux, c'est avec les États-Unis. C'est beaucoup trop. On le réalise maintenant. On veut acheter plus canadien, on veut protéger notre gestion de l'offre, parce que c'est un système qui est à nous autres, qui nous appartient. Donc, on veut se donner de l'autonomie pour être moins dépendant au niveau énergétique, à tous les niveaux. Ce que M. Trump a fait, c'est qu'il a réveillé ce sentiment nationaliste au Canada. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que moins on sera dépendant d'un seul client, mieux ce sera pour nous tous. C'est un peu comme nos compagnies minières à Thetford, Nelson. Quand les mines fermaient une après l'autre, on avait beaucoup de sous-traitants. Vous vous en souvenez, là, il y avait des sous-traitants qui travaillaient pour toutes les compagnies minières. Puis à chaque fois qu'une mine fermait, toutes les entreprises ne fermaient pas parce qu'il y avait plusieurs mines à servir. Puis quand une mine fermait, bien, ce que les entreprises de Thetford faisaient, c'est qu'ils allaient chercher des clients à l'extérieur, des mines à l'extérieur, donc ils ont pu continuer à travailler. Et c'est un peu ça que le Canada doit faire maintenant. Il doit suivre l'exemple de Thetford Mines pour diversifier l'économie, mais surtout diversifier avec qui on fait affaire. Parce qu'on était en zone relativement confortable et on est venu déranger ce confort-là.
Bien, c'est ça. Puis en zone confortable, on a dépensé sans compter, on a doublé la dette nationale, donc on s'est affaibli graduellement, au point où le président américain a senti le Canada tellement faible qu'il s'est senti le droit de faire ce qu'il voulait avec ses annonces, avec les tarifs, en oubliant qu'on était un partenaire d'abord et avant tout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des Américains qui vont souffrir de ces décisions-là, là. Autant que des Canadiens, parce que c'est eux qui vont payer des tarifs de 25 de plus sur les automobiles. C'est pas vrai qu'on est capable de transférer du jour, dans un claquement de doigts, toute la production qui était au Canada, aux États-Unis. Il va avoir des conséquences aux États-Unis. C'est pour ça qu'on doit entretenir des liens avec les sénateurs, les représentants, les gouverneurs, pour tenter de faire entendre raison au président Trump. Mais c'est pas une raison non plus pour se laisser manger la laine sur le dos. Donc, il faut être fort, il faut se tenir debout. Et je pense qu'il y a juste M. Pierre Poilievre qui peut faire ça. On parlait de changement, on pourrait parler de changement très, très près de la circonscription. Elle a été augmentée et c'est absolument impressionnant de voir les distances et ça vous dérange un petit peu? C'est le prix à payer pour être capable de garder des députés dans nos régions. Parce que dans les grandes villes, il y a de la concentration, il y a de plus en plus de gens qui vivent sur un petit morceau de territoire, donc les comtés sont de plus en plus petits, mais très, très populeux. Si on veut avoir des comtés en région, des voix à la Chambre des communes, bien, on n'a pas le choix de s'agrandir parce que notre population grossit pas aussi vite que ceux des villes. Il y a on n'a pas le choix. Là, en ce moment, on est chanceux, on a pu conserver une voix à la Chambre des communes, à nous, qui n'est pas associée avec une autre grande ville où on aurait pu être dilué dans la masse. Bon, pour le député, le candidat conservateur, et pour tous les candidats, c'est sûr qu'à 60 municipalités, 7000 km², on part des lignes américaines jusqu'au fleuve. C'est tout un défi. Moi, c'est de me faire connaître dans 11 nouvelles municipalités dans l'Aubinière. Heureusement qu'on avait déjà des échanges. J'ai déjà été vice-président de la conférence régionale des élus, donc c'est pas un territoire qui m'est complètement inconnu. Au provincial, c'est le même comté. C'est la MRC des Appalaches, la MRC Lobinière. Donc, on a déjà des choses en commun. Mais je dois vous avouer que quand on prend la route pour aller faire des activités, souvent, on est plus longtemps dans l'auto qu'à l'activité, parce que c'est immense, là. Ben, entre Lobinière et Woburn, c'est 2h30 d'auto. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Ça, si tout va bien, là. Ouais, c'est en principe 2h30, effectivement. Oui. Or, puis ça fait 4 pôles relativement différents. Il y a de l'urbain, du semi-urbain, du rural. Alors, il faut composer avec tout ça. L'avantage qu'il y a, c'est que j'avais déjà un comté qui était comme ça. Beaucoup de ruralité, un centre urbain, puis beaucoup de petites et moyennes entreprises. Lotbinière, c'est très agricole, quelques entreprises, tournées beaucoup vers l'art, la culture également. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est quand même des nouvelles personnes à se présenter. Puis, moi, ce que je souhaite, c'est être capable d'implanter à Lotbinière le même service qu'on a pu implanter ici dans l'ancien comté de Mégantic-l'Érable, la réponse aux citoyens rapidement, les aider face au gouvernement fédéral. Parce qu'on a eu des crises depuis 10 ans, des crises, vous vous souvenez, les passeports, l'assurance-emploi, l'Agence du revenu, on a eu la pandémie au travers de tout ça. Bref, on a développé une belle relation avec les citoyens, puis c'est ce que j'espère être capable de développer avec les gens de Lotbinière. 4e campagne au niveau fédéral. En quoi celle de 2025 est différente de celle de 2015, 2019, 2021? On en a parlé un peu au début. C'est moi. Je n'ai pas la même énergie, mais pas parce que je veux pas, parce que je ne l'ai juste pas, en ayant passé à travers les épreuves qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, on doit s'organiser différemment. N'empêche que
je suis quand même présent. J'étais à Woburn en fin de semaine, dans l'Aude-Binière la semaine dernière, dans le comté ici. J'ai aidé à poser des pancartes, mais c'est pas moi qui grimpe après les poteaux, là. Je veux rassurer tout le monde. Puis mon épouse qui doit écouter à quelque part, là, j'ai pas grimpé dans aucun poteau. Même si on t'a vu dans un escabeau, là. Ah non, c'est pas moi dans l'escabeau. Ah bon? Faut pas en parler. C'était quelqu'un d'autre. Non, c'est mes bénévoles. J'ai une équipe extraordinaire qui m'accompagne pour qu'on fasse de cette campagne-là un beau succès aussi dans Mégantic, l'érable de Binière maintenant. OK. Alors, c'est ce qui fait que la campagne, cette fois-ci, sera différente. Un petit peu, oui, effectivement. Différente et plus courte. Bien, elle a 36 jours. Les dernières campagnes étaient quand même relativement courtes. C'est la première en 2015 qui avait duré, je pense, 74 jours, qui avait été d'une longueur excessive. Ça peut être trop long. Trop long. C'est très difficile de garder mobilisés des bénévoles pendant tout ce temps-là. C'est 2 mois, là. C'est incroyable, là. On a 36 jours, il reste 4 semaines, donc ça va relativement bien. On parlait de M. Poilievre tout à l'heure. Au cours de la dernière fin de semaine, on a entendu des critiques qui venaient de l'intérieur disant qu'on n'était pas satisfait de la façon dont M. Poilievre menait sa campagne. Est-ce que Luc Berthold a une position par rapport à ça? Bien, j'ai pas vécu aucune campagne électorale, aucune, où il n'y a pas eu de critiques à l'intérieur d'une quelque manière que ce soit. C'est pas jamais tout le monde. Écoutez, le pays, il est grand, là. L'Ouest, les Maritimes, l'Ontario, le Québec, le Nord. C'est sûr qu'on ne voit pas tous les choses de la même façon. L'important, c'est qu'on continue de travailler ensemble, puis c'est ce qu'on fait. Puis M. Poilievre a réussi à rallier les gens derrière cette campagne-là. Donc, moi, c'est pas des nouvelles pour moi que des fois, on argumente dans un parti politique. Écoutez, on est tous des politiciens. Notre rôle premier, c'est d'argumenter. Donc, oui, effectivement, ça argumente. Je suis persuadé qu'il y a des arguments comme ça qui se déroulent au sein de la campagne des autres partis aussi. Donc, pour moi, c'est pas... c'est anecdotique, parce qu'à toutes les campagnes électorales, ça se produit. Puis il y a toujours un article, à quelque part, à un moment donné, au début de la campagne, au milieu de la campagne, qui vient dire qu'il y a des tensions dans un parti politique. Donc, nous, on continue, on regarde vers l'avant, puis c'est pas... on s'arrête pas à ces articles de journaux-là. En quoi M. Poilievre est l'homme de la situation? Bien, c'est le seul qui n'a pas changé de discours depuis 2 ans. Vous rappelez-vous, on parlait beaucoup de ces slogans, là, couper les taxes et les impôts, bâtir des logements, réparer le budget, puis stopper les crimes. Bien, c'est ce qu'on dit depuis 1 an. Et on a fait des annonces pour baisser les impôts, on a fait des annonces pour mettre en prison à perpétuité les grands trafiquants de fentanyl pour faire en sorte d'arrêter ce fléau-là qui nous touche. On a dit qu'on allait diminuer abolir la TPS, la construction de maisons neuves. Donc, c'est des choses qu'on dit depuis 1 an. Et là, parce qu'on a changé de chef chez les libéraux, il semble que toutes nos idées qui décriaient à tue-tête à la Chambre des communes depuis 2 ans sont maintenant des bonnes idées. Donc, au lieu de voter pour la copie, je pense que les gens devraient voter pour l'original, celui qui a eu les idées, puis celui qui sait comment nous sortir de cette situation-là pour mettre le Canada d'abord. On en parle beaucoup. Mettre le Canada d'abord, mais ça veut dire les Canadiens, des plus gros chèques de paye pour les travailleurs, en avoir moins à payer au gouvernement, pour les aînés qui puissent gagner plus d'argent avant d'être obligés de payer de l'impôt. Et ça, c'est régulier, c'est stable. M. Carney, qui est-il? Qui est M. Carney? Si on regarde M. Poilievre, on se pose la question, qui est M. Carney? Il refuse de dire c'est quoi ses avoirs. C'est quelqu'un qui a déménagé le siège social de son entreprise aux États-Unis juste avant de la course au leadership libéral. C'est quelqu'un qui a recours à des paradis fiscaux aux Bermudes pour ses entreprises. C'est quelqu'un dont l'entreprise a fait de la rénoviction aux États-Unis pour être capable, d'après ça, d'avoir des locataires plus payants. Qui est vraiment Mark Carney? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il connaît qui est Mark Carney, alors que cet homme-là refuse d'être transparent, refuse de participer au débat face à face à TVA sous un faux prétexte, refuse de dévoiler c'est quoi est possible, c'est quoi ses possibles conflits d'intérêts. Il a même admis qu'il y avait des possibles conflits d'intérêts, mais il refuse de dire lesquels. Donc, oui, pour toutes ces raisons-là, Pierre Poilievre, actuellement, est le mieux placé pour faire face à M. Trump, parce qu'il n'y a pas aucun lien avec M. Trump. L'entreprise de M. Carney a fait un prêt de près d'1 milliard de dollars aux gendres de M. Trump. Donc, les relations entre les deux sont
en tout cas, questionnable. Et qu'est-ce qui s'est dit lors de l'appel? On ne l'a jamais su. Est-ce que M. Carney, lors de l'appel entre M. Trump et M. Carney, est-ce que M. Carney a juste dit, c'est correct, on attend que la campagne électorale soit finie, puis je vais dire oui à toutes tes demandes pour avoir adouci à ce point-là M. Trump? Donc, on a quelqu'un, une valeur sûre, qu'on connaît, puis quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, oui, pour ça, M. Poilievre est le mieux placé pour diriger le pays pour les 4 prochaines années. La semaine dernière, le chef du Bloc québécois a mentionné ou a posé une question en disant qui va se faire la voix du Québec, qui va défendre le Québec? Est-ce que vous croyez que le Parti conservateur est en mesure de le faire? Bien, tout à fait. On a dévoilé la semaine dernière, lors d'un rassemblement à Québec, une plateforme pour le Québec où on dit qu'on va protéger la langue, on va protéger Radio-Canada francophone, on va donner au Québec plus de pouvoir en immigration pour être capable de contrôler le flot d'immigrants qui arrivent ici. Et nous, si on est au pouvoir, on va pouvoir faire des choses. Le Bloc québécois, malgré ses belles paroles, ses beaux programmes électoraux, quand tu n'es pas au pouvoir, tu ne peux pas changer les choses. Puis je vais donner un seul exemple, c'est le projet de loi pour protéger la gestion de l'offre que j'ai appuyé, un projet de loi du Bloc québécois qui n'a pas été adopté. Parce que le Bloc est incapable d'avoir cette capacité d'être au pouvoir, de décider des travaux de la Chambre, de faire en sorte que les projets de loi qu'on présente soient adoptés. Ça reste que des belles intentions. Donc, ça prend des gens qui sont assis à la table du gouvernement, puis des Québécois comme moi, comme Pierre Paulus, comme Bernard Généreux, Joël Godin, le coach Richard Martel. Ça prend des gens comme ça qui vont être assis autour de la table du gouvernement pour prendre des vraies décisions puis défendre les intérêts du Québec pour vrai, pas juste en parole. Localement maintenant ou régionalement, au niveau de la circonscription, quels sont les dossiers qui vous interpellent davantage? Parce que là, on en parlait beaucoup au niveau national, là, mais si on parlait chez nous. Mais je trouve ça drôle parce qu'en ce moment, les enjeux nationaux qui nous préoccupent beaucoup, c'est des enjeux locaux. Parce que moi, quand je rencontre les gens de la Banque alimentaire Lavigne, quand je rencontre les gens d'Orapé à Plessisville, le coût de la vie, de plus en plus de gens qui vont dans les banques alimentaires, le coût du logement, le fait que les jeunes ne voient plus la possibilité d'acheter des maisons, mais c'est des préoccupations locales. Donc, les enjeux nationaux sont tellement grands que ça devient des préoccupations locales. Et ça, moi, je veux effectivement travailler très, très fort pour ça. Les autres enjeux, c'est la main-d'œuvre. On était dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, il y a des entreprises qui vont avoir recours au temps partagé à cause des menaces tarifaires de M. Trump. Donc, on est dans une période très, très instable, très, très incertaine pour les entrepreneurs. Donc ça, il faut absolument que le gouvernement en place accompagne les entreprises, que ce soit s'ils ont besoin de main-d'œuvre extérieure, de stabiliser ce qui arrive, de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à cette main-d'œuvre-là. C'est pour ça qu'on veut confier au niveau du gouvernement le plus proche la responsabilité de ce volet-là de l'immigration, parce que le reste, c'est chaotique. Souvenez-vous du chemin Roxham, puis tout ça, là, je pense que les libéraux l'ont complètement échappé là-dessus. J'ai le dossier de la voie de contournement, qui est aussi pas réglé. Après toutes ces années, c'est comme inimaginable. On n'est plus capable de réaliser des projets au Canada. C'était tellement long que maintenant, à Lac-Mégantic, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre le projet. Donc, on a créé de la dissension dans la communauté alors que ce projet-là devait faire en sorte de réparer le cœur et l'âme et les gens après la tragédie. Donc, c'est des dossiers qui vont être très, très importants. Et localement, avec Lotbinière, il y a la gestion de l'offre. Ça prend un député qui va faire en sorte qu'il va se lever debout pour la gestion de l'offre, qui va défendre, protéger nos producteurs. Imaginez si les petites fermes laitières qu'il y a chez nous ferment leurs portes parce que la gestion de l'offre tombe. Qu'est-ce qui va rester dans nos villages? Pour faire vivre l'âme de nos villages, tout ça, il ne restera plus rien. Donc, ça prend un député qui va faire ça. C'est en gros les principaux dossiers là, qui vont m'occuper. Puis bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, encore continuer de bien servir les citoyens avec une équipe extraordinaire à mon bureau, parce que c'est de moins en moins facile de faire affaire avec la grosse machine fédérale. Si on regarde les chiffres des dernières campagnes, l'augmentation du pourcentage de vote que tu as obtenu a toujours grossi pour atteindre 56 % à la dernière élection. Est-ce qu'on peut s'attendre au même résultat?
Ce que j'espère, c'est si les gens ont été satisfaits, si les gens ont aimé le travail que j'ai fait, de la manière dont je les ai représentés, bien, je les invite à continuer de me supporter. Le chiffre final, que ce soit 56, 50, ça importe peu, tant que je suis là pour continuer. Mais j'apprécie beaucoup ça. Je pense que c'est une marque d'appréciation de la part des gens de Mégantic l'érable à mon endroit, à l'endroit de mon équipe pour les services qu'on a donnés. Et puis, si les gens ont aimé ça, bien, je vais prendre tout le support possible. Puis je vais continuer d'être là, d'être leur voix pour les représenter à la Chambre des communes, mais aussi face à la grosse machine fédérale dont je parlais tantôt, là. En cours de campagne, là, d'ici à la fin, d'ici au 28, on peut s'attendre à quoi? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui sont prévus? Est-ce qu'on peut s'attendre à la visite de M. Poilievre? Autant une campagne électorale, c'est quelque chose qui est rodé, qui est fixé au quart de tour, autant comment ça se déroule peut changer du jour au lendemain. Donc, je ne le sais pas. Je pourrais vous dire peut-être, je pourrais vous dire non, oui. Si c'est oui aujourd'hui, pour dans 3 semaines, ça peut devenir non. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur le terrain. J'essaie d'apporter ma voix le plus possible à mon parti en participant à beaucoup d'entrevues au niveau national pour aider mes collègues au Québec à faire le plus de gains possible. Puis on va voir au fur et à mesure. Des gros événements, on attend tous les débats. On aurait aimé un face-à-face entre M. Poilievre et M. Carney à TVA qui n'aura pas lieu. Ça, d'habitude, c'est les gros événements d'une campagne électorale. L'autre élément, c'est que cette année, le vote par anticipation, c'est pendant la grande fin de semaine de Pâques. Oui. Donc, c'est 4 jours de vote par anticipation. Moi, en tout cas, j'ai jamais vécu ça, vote par anticipation, alors que les gens sont en congé. Donc, comment ça va se passer? Ça, c'est une grande question. C'est à se demander si ça sera positif ou négatif. Bon, on ne le sait pas. Est-ce que c'est le vote par anticipation? Est-ce que les gens vont aller voter? Est-ce que les gens n'iront pas voter? Je ne sais pas. Mais chose certaine, c'est ceux et celles qui souhaitent que je demeure député, je les invite fortement à aller voter. Il ne faut pas rien prendre pour acquis dans une campagne électorale. Je ne l'ai jamais fait. C'est peut-être une des raisons pourquoi aussi les gens m'appuient de plus en plus à chaque élection. C'est qu'à chaque élection, pour moi, c'est comme un nouveau départ. Je dois mériter la confiance des gens. Je ne m'assois pas sur les réalisations. Je veux que les gens votent pour ce que je vais leur offrir dans les prochaines années, pas juste pour ce qu'on a fait ensemble. Alors, Luc, je pense que ça fait une belle conclusion. On sait tout le temps qu'on avait. Alors, merci infiniment de t'être prêté à cette entrevue. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Puis encore une fois, merci à tous les citoyens de Mégantic, l'érable, Lotte-Binière pour la confiance accordée dans le passé, mais surtout pour celle à venir. Alors, merci beaucoup. Merci. Au revoir.